Ben, on va commencer. Alors, merci beaucoup, Jonathan, de nous recevoir dans ta librairie si agréable. Merci beaucoup. Bonsoir, Andrea. On attend ce moment depuis quand même assez longtemps parce que c'est ton livre est le fruit d'un long labeur et je savais pas trop, je te l'ai dit, je savais pas trop comment le présenter parce que j'avais l'impression qu'il y avait un sérieux dans ton livre et une force dans ton livre dont je pourrais pas tout à fait rendre compte dans un lancement comme ça, un peu pas si impromptu, mais avec une forme un peu quand même souple. Mais bon, je pense que tu as fait là un ouvrage majeur sur le surréalisme et la question de l'œuvre collaborative. Je répète, donc le titre, c'est Faire œuvre à deux, le livre surréaliste au féminin. Je vais commencer par dire, peut-être une question très anecdotique, mais le livre est très beau, le livre est magnifique et il a été super bien monté. Yolande est là et genre, il faut la remercier. Mais est-ce qu'elle est là, Yolande? Oui, elle est partie. Bon, ben, vous lui direz que voilà. Et puis, je voulais savoir un peu... Bon, ce souci de l'image, et toi d'ailleurs tout de suite on parle vidéo, etc. Et puis ton amour du livre surréaliste. Donc j'aimerais t'entendre parler de cet amour de l'image, du livre surréaliste, d'où ça te vient, et puis comment tu as pensé le livre, et comment tu as trouvé toutes les images, c'est-à-dire comment ça s'est fait, tu vois ce que je veux dire? Alors mon amour du livre surréaliste, il vient de loin, d'il y a plusieurs années. Je pense qu'il remonte aux années où j'ai découvert Claude Cahun notamment, et sa compagne de vie qui s'appelle Suzanne Malherbe dans la vie et Marcel Mort comme artiste. C'était une vraie découverte, en fait une trouvaille de la part d'un ami photographe allemand qui venait souvent chez nous quand j'étais encore en Autriche et qui m'avait apporté un catalogue d'exposition de cette photographe, en fait celle dont je croyais qu'elle était uniquement photographe, Claude Cahun, et je me disais que c'était magnifique, c'était des autoportraits d'un modernisme absolument sidérant et que je trouvais juste dommage qu'elle n'ait pas écrit de texte parce que je pouvais pas donc travailler sur elle jusqu'à ce que je me rende compte qu'il existait un certain nombre de textes et qu'il existe donc un de ces livres qui fait partie de Faire œuvre à deux qui a pour titre Aveu non avenu. Donc ça c'était vraiment l'origine de mon intérêt qui est devenu passion, ou peut-être à passion à l'origine qui est devenu intérêt, étude approfondie. Donc tu as dit très justement que c'est un travail de longue haleine. Tout à l'heure avec Hugo on a réfléchi à partir de quel moment j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc il y a à l'origine un projet CRSH, donc un projet de recherche subventionné par le CRSH qui portait sur ces livres surréalistes, sur la démarche collaborative. Et j'avais pas forcément le temps, même si j'avais annoncé dans la demande de subvention que j'allais écrire un livre. Mais le livre ne s'écrivait pas en même temps que je faisais les recherches. Donc le livre est venu vraiment a posteriori, contrairement aux images qui sont insérées dans ces livres-là. Et puis là, je réponds peut-être à ton deuxième volet de questions. L'intérêt pour les images est venu après mon intérêt ou ma passion pour la musique, parce que dans un premier temps, j'ai été beaucoup plus formée en musique qu'en images. Je ne suis pas historienne de l'art, je ne suis pas musicologue, ni musique. J'ai pratiqué un peu de musique, et donc c'est vraiment à force de visiter les musées, à force de voyager beaucoup, que j'avais toujours cette attraction vers les musées, vers ce que je ne maîtrisais pas du tout, parce que je suis vraiment nulle en dessin, nulle en peinture, un peu mieux peut-être en photographie, mais j'ai pas de formation non plus. Donc vraiment il y a quelque chose qui m'échappe dans l'image, qui m'amène à me poser un certain nombre de questions, notamment par rapport à l'écriture. Et puis tout le travail dans Faire œuvre à deux, le livre surréaliste au féminin, c'est une réflexion sur les lieux de rencontre, les moyens d'expérimentation entre deux modes d'expression, donc l'écriture d'une part et la photographie, la peinture, le dessin, le photomontage, le collage d'autre part. Donc il y a vraiment une multitude d'images que vous voyez défiler ici. Donc on ne les commentera pas, on ne fera pas de cours, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'examen à la fin de la soirée non plus. Donc c'est juste pour que vous ayez peut-être envie de découvrir ces images qui font partie donc des livres, des albums
dont la plupart sont d'ailleurs épuisés. Donc si vous voulez les commander, même sur Amazon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parfois sur des sites de livres rares, vous allez les trouver. Ces livres coûtent une fortune aujourd'hui et ne sont malheureusement très rarement réédités. Donc ça c'est vraiment un des grands drames de ce corpus auquel je me suis intéressée ici, mais qui m'a permis de passer beaucoup d'heures de plaisir dans les bibliothèques, des livres rares, dont il y en a une à l'Université de Montréal, une autre à Yale, une à Harvard, à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, bien sûr aussi. Et les droits de reproduction, excuse-moi de poser des questions très pratiques. Oui, on peut commencer par des questions pratico-pratiques. Alors, les droits de reproduction, on a à peu près fait le tour de tout le monde. Il y a quelques ayants droit qui sont encore vivants, que j'ai contactés, notamment les ayants droit de Valentine Penrose et de Lise de Harme. Donc, la petite fille et la nièce, et les deux ont répondu de façon absolument charmante, très généreuse. Donc, droit de reproduction sans payer ces droits-là. Pour Claude Quin, la chose est un peu plus compliquée, c'est peut-être la plus connue d'ailleurs aussi, parce que quand les gens ont reçu le communiqué de presse des PUM, ils ont lu, qui connaît aujourd'hui Avenue en Avenue, etc. Puis la réaction générale, c'était oh, « mais je connais personne de toutes ces écrivaines-là », puis c'est tout à fait normal, donc il n'y a rien d'étonnant vraiment là-dedans. Donc Claude Quin, c'est celle qui a été redécouverte peut-être le plus amplement. Il y a une image, donc un des photomontages qui a été réalisé d'ailleurs avec Marcel Moore, elle plus qui est l'artiste là-dedans. Elle appartient au musée de Canberra en Australie. Puis je pense que Patrick est là quelque part. C'est Patrick qui a géré les finances. Patrick Poirier, il est là, il est à l'extérieur. C'est les droits de reproduction les plus élevés. Donc pour les autres, c'était tout à fait gérable. Et puis, puisque tu veux tout savoir sur le pratico-pratique, j'ai reçu aussi une subvention, le PAES, qui a permis de couvrir donc les droits des illustrations, parce qu'il y en a beaucoup, je fais un peu la promotion, il y en a 45 en tout. C'est un très beau livre aussi, c'est parce que c'est la traduction du livre surréaliste, c'est-à-dire il faisait des beaux livres et tu as voulu aussi faire un beau livre, il y avait comme pour toi une continuité nécessaire. Oui, il y avait pour moi vraiment ce besoin de trouver une expression un peu analogique à ce que j'avais consulté pendant des années. Puis, il y a vraiment un côté très tactile quand on travaille sur les livres surréalistes ou les livres d'artistes plus tard aussi. Ce sont parfois de grands albums qui sont entreposés dans du carton. Donc on les ouvre, on manipule ces livres-là. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec ceci. Même là, vous avez comme tout ce travail d'embossage qui a été fait sur la couverture. Les images sont insérées, donc il faut vraiment les tourner, les mettre de côté. Les images sont protégées également pour qu'elles ne soient pas abîmées. Et c'est vrai que j'avais envie de me rapprocher peut-être un maximum de cette matérialité que je trouve absolument fascinante dans le livre dit surréaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est ton dernier chapitre, je ne sais pas, peut-être pas chapitre, c'est ta conclusion, où alors que le livre, il y a quelque chose de très esthétique et de très beau dans le livre surréaliste, tu as toute une réflexion sur le monstrueux. C'est-à-dire parce qu'il y a à la fois la volonté de faire beau, mais il y a une réception où c'est même une pensée de l'hybride, du collage, ça va pas aller, les choses vont pas aller ensemble, etc. Donc du monstrueux, puis bon, tu finis là-dessus, peut-être et sur aussi l'idée de Janus. Alors je commence par la fin parce que j'aime bien la fin toujours. Donc j'aimerais t'entendre sur ça, sur ce monstrueux et ce Janus ou Jana dont tu parles. Alors donc la monstruosité par rapport au livre surréaliste, c'est une reprise d'idées, parce qu'il était beaucoup question de manière générale dans la postérité du livre illustré, peut-être qu'on reviendra là-dessus, Catherine aussi, donc que le livre surréaliste fait partie des ouvrages hybrides par définition, et qui dit hybridité, surtout dans la première moitié du XXe siècle, parce que les premiers ouvrages en co-création, en co-écriture datent des années 1920. Pour les femmes surréalistes, c'est plutôt les années 30, 40 et au-delà. Donc il y a toute une réflexion sur la tératologie, c'est-à-dire sur cette monstruosité qui est liée à un certain type d'ouvrage, qui conjugue, qui fait se cohabiter au sein d'un même espace livresque, donc l'écriture,
et l'image. Donc là, vous les voyez. Hein, donc, certaines images donnent beaucoup dans le monstrueux. Donc là, vous avez un des photomontages, justement, qui fait partie d'Aveu non avenu. Donc, en dehors du fait que certaines images, certains dessins d'Uni-Caturne travaillent beaucoup le monstrueux, le débordement, la folie aussi, qu'on a beaucoup associé d'ailleurs aux auteurs et aux artistes surréalistes. Donc, le livre en soi, qui ne donne pas du tout dans une illustration, donc où l'image n'illustre pas le texte, donc n'est pas une paraphrase visuelle du texte pour reprendre cette formule de René Ries-Hubert. On a en tant que lecteur-spectateur ou lectrice-spectatrice parfois l'impression que on ne comprend pas bien cette mésalliance, hein, donc qu'il faut faire un travail supplémentaire pour comprendre ce que dit le texte et ce que montrent les images. Et parfois, le texte montre quelque chose et les images sont à lire. Donc on est vraiment pris dans ce mouvement d'un aller-retour entre le textuel et le pictural. On a besoin de faire des arrêts sur image, arrêts sur texte aussi, parce que là je suis toujours tentée en tant que professeur évidemment de dire voilà, regardez ici, on voit très bien, je l'ai fait ce matin avec mes étudiants du cours sur la photolittérature. Donc on regarde une image, puis on lit le texte à côté ou vice versa, on se dit mais quel est le rapport, hein? Donc le texte ne renvoie pas directement et parfois même pas indirectement à ce que montre l'image. Alors que quand on continue la lecture, 3, 4, 5, 10 fois plus loin, on a un indice qui nous incite à revenir parfois sur une image. Puis vice versa aussi, certaines images nous mettent sur la piste de comment on peut éventuellement décoder certains textes qui sont assez hermétiques. Donc là, c'est pas le cas de tous ces textes-là, parce que on n'est pas livre surréaliste, ou on ne fait pas un livre surréaliste pour être lu peut-être par tout le monde. Donc il y a un certain esprit un peu élitiste quand même derrière aussi, mais je ne sais pas si on a envie d'aller là. Donc tu m'as posé la question sur... donc ça c'est pour la monstruosité, je dirais pour le monstrueux plutôt, mais toujours à relativiser. Donc faut peut-être les apprivoiser un petit peu, comme on peut apprivoiser les petits monstres, les grands monstres, ça c'est pas possible. Mais il me semble quand même que ça se lit. Donc je voudrais pas du tout que vous ayez l'impression que les livres surréalistes, donc réalisés par ces femmes auteurs et artistes, soient incompréhensibles. Hein. Donc on dit souvent dans le langage courant, ah ben ça c'est très surréaliste, pour dire on ne comprend pas. Donc on comprend tout à fait, mais c'est peut-être pas toujours évident et ça demande un effort double, un effort triple de lecture-spectature, probablement. Alors pour Janus Jana, donc c'est, vous savez, c'est toujours le même problème quand on écrit un livre, la conclusion c'est la partie la plus désagréable. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien à dire, que normalement tout a été exposé, tout a été expliqué. Donc c'est plutôt un moment où on doit revenir en arrière et relire généralement, puis laisser passer un peu de temps. Et j'étais à Rome quand j'ai fini l'écriture de la conclusion. Tu parlais d'élitisme. Oui. Merci Catherine. Alors, j'ai parlé aussi de Harvard, de Yale, de la BSF. Justement. Je vais assumer que j'aime ces lieux-là, je suis d'accord. Vraiment parce que je ne suis pas dérangée dans mon travail d'exploration. Donc, Janus, évidemment, c'est ce dieu à double tête, en fait, qui a deux visages, qui regarde d'un côté, qui regarde de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je mentionne Rome. Hein, donc, j'étais prof invitée là-bas, donc j'ai travaillé quand même, malgré les j'ai pas été payée en plus. Mais, donc, je me suis dit, voilà, c'était ça la trouvaille. Donc, la tête de Janus métaphorise parfaitement bien, c'est ce que j'appelle depuis le départ, cette démarche collaborative, donc à l'origine de laquelle il y a toujours une écrivaine qui incite, qui sollicite un artiste visuel ou une artiste visuelle de faire œuvre à deux avec elle. Donc Janus qui regarde d'un côté et qui regarde de l'autre, et la tête de Janus, quand on la regarde, on a l'impression qu'il y a une tension énorme, hein, parce que quand on regarde à droite et à gauche, on cherche quand même toujours de revenir peut-être à une sorte
de milieu. Donc cette tension-là, je l'aperçois dans ce travail à deux, forcément, parce que travailler à deux, ça ne va pas vraiment pas de soi. Donc la coécriture, la co-création, c'est un énorme défi qu'on se lance à deux et à chacun en soi aussi. Donc Janus allait très bien donc à cette démarche collaborative-là. Et je me suis dit, je peux quand même pas faire un livre sur le surréalisme féminin en terminant sur une figure masculine. Hein. Donc j'avais un ethos à défendre et c'est en discutant avec Jean-Philippe, que je remercie très publiquement d'ailleurs, donc on a eu beaucoup de discussions très, très fécondes, qu'on est arrivé à cet alter ego de Janus qui s'appelle Jana, qui est une déesse romaine beaucoup moins connue et qui est aussi celle qui symbolise le passage, le début et la fin, et aussi surtout la jeunesse. Et dans les premiers temps, donc dans l'écriture et dans la mythologie romaine, le dieu Janus et la déesse Jana sont vraiment complémentaires et on les représente souvent comme le frère et la sœur. Et on peut schématiser, puis aller peut-être un peu au-delà, on dit que c'est le masculin et le féminin. Et donc la combinaison des deux, mais qui regardent vraiment dans des directions adverses. Alors je prends toujours ton livre par la fin, mais je vais vers le début. Et je pense à ta dernière partie où tu vas parler de la dualité ou du rapport un peu double de certaines artistes qui sont à la fois artiste visuelle et écrivaine. Enfin, et là, tu as des exemples concrets, dont Léonore Fini, qu'on a vu beaucoup, dont on voit pas mal les images. Enfin, c'est quand je me retourne, mais c'est ça que je vois. Donc, j'ai envie de t'entendre, parce que justement, ces deux têtes, hein, ces femmes ont incarné quelque part ces deux têtes et une division d'un sujet qui pratique des choses complètement différentes, qui n'étaient peut-être pas toujours faciles pour elles, ou évident. Donc si on a fait la conclusion, là on tombe dans la troisième partie de cet ouvrage-là, que j'appelle la dualité créatrice, et qui est précédée de la collaboration au féminin, donc entre une écrivaine et une artiste visuelle. Et la deuxième partie est consacrée à la collaboration mixte entre une écrivaine et un artiste visuel. Et donc la dualité créatrice, c'est celle où il y a en effet un dédoublement, où l'écrivaine assume également le travail artistique, ou à l'inverse, où une artiste visuelle fait également le travail d'écriture. Donc c'est le cas de Léonore Fini, que tu voyais beaucoup défiler, mais je pense qu'elle est représentée au même titre que les autres. C'est également le cas de Valentine Penrose et d'Unica Thurn. Donc il y en aurait d'autres. Donc j'ai choisi ces trois cas de figure-là qui me paraissent particulièrement emblématiques, qui sont peut-être les cas les plus monstrueux aussi, pour reprendre cette idée qui te séduit peut-être plus que d'autres là-dedans. Donc ça n'allait pas en effet de soi dans ces années de l'entre-deux-guerres, mais on est au-delà en fait de la Seconde Guerre mondiale, où la pratique d'écriture, la pratique artistique, cette combinaison pose peut-être un peu moins de problèmes que pour Claude Cahn, qui a dû collaborer, ou qui a collaboré, mais de son propre gré, avec Marcel Maury, ou Lise de Harme, avec Léonore Fini, et puis avec Claude Cahn aussi. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsque une écrivaine est également artiste, ou lorsqu'une artiste est aussi écrivaine? Mais il faut vraiment pouvoir assumer la double pratique, et je me demande toujours si on est tout à fait capable d'écrire aussi bien que de dessiner, de photographier, de peindre, et la même chose est évidemment vraie pour les artistes. Alors je prends un exemple très précis, celui de Léonore Fini, qui est connue lorsqu'elle écrit son livre de Léonore Fini, c'est le titre de son vaste album, là, en fait, très, très lourd à porter d'ailleurs aussi, fascinant. Qui est artiste reconnue dans les milieux artistiques lorsqu'elle décide d'écrire ce livre-là. Donc elle a écrit d'autres récits peu reçus par la critique, et qui décide de reprendre un certain nombre de ses propres textes et d'ajouter, donc là vous la voyez d'ailleurs, ça c'est fini, et d'ajouter d'autres passages textuels pour faire en fait un énorme collage
vraiment monstrueux. Hein. Donc ce livre-là, c'est peut-être le collage le plus monstrueux qu'on voit là-dedans, avec un penchant d'ailleurs très narcissique, hein, dans tous les sens du terme. Donc je dirais que autant c'est les portraits de Fini, les autoportraits, les dessins, il y a énormément de dessins, énormément de peintures qui sont repris dans ce livre de Léon Fini, l'emporte probablement sur l'écriture, donc sur cette écriture finienne. Si je pense à Unica Thurn dans Hexentexte et Oracle et spectacle, qui sont les deux livres que j'étudie dans cet ouvrage-là, Thurn est pour moi vraiment autant une écrivaine qu'une artiste dessinatrice, donc ça se tient absolument à l'équilibre entre les deux modes d'expression. Et pour Valentine Penrose, c'est une poète et une romancière avant tout, qui dans Don des féminines, c'est le titre de cet album, hein, j'ai souvent les formats en tête, dans cet album-là se fait collagiste. Donc elle s'inspire des collages très connus de Max Ernst, qui est un des grands artistes surréalistes, pour faire des collages, pour détourner en fait cette pratique de collage et faire ce qu'on appelle une révision, hein, donc de ce travail du collagiste dans 3 romans collages qui sont très connus et qui met en scène en fait un univers uniquement féminin, hein, dans Don des féminines, donc 2 femmes qui s'enfuient et qui explorent le monde, qui découvrent toutes sortes de paysages exotiques et auxquels on rend hommage dans ces dons des féminines. Donc elle s'invente collagiste alors qu'il n'y a pas vraiment de travail artistique à côté qui évolue en parallèle. Donc Unica Thurn, vraiment les deux, Fini qui écrit aussi, je dirais, et Penrose le fait vraiment très momentanément. Mais de manière générale, c'est une des particularités, me semble-t-il, parce qu'on me disait toujours, mais qu'est-ce qu'elles font de particulier, ces femmes surréalistes-là? Une de ces grandes particularités, me semble-t-il, par rapport aux homologues masculins du mouvement surréaliste, et de manière générale pour les avant-gardes, parce que ça se passe ainsi aussi dans le dadaïsme, c'est qu'elles avaient quasiment toutes une pratique intermédiale. Donc elles écrivaient et elles faisaient aussi du cinéma. Elles écrivaient, mais elles peignaient aussi. Elles écrivaient, mais elles dessinaient en même temps. Donc vraiment, ces pratiques doubles ou triples sont pour moi une des grandes caractéristiques de cette communauté que j'ai construite dans ce livre-là, par lequel j'ai essayé de rendre compte de ce qui a été là et de ce qui a existé au sein du mouvement surréaliste et même au-delà de la fin du mouvement surréaliste même aussi. Alors, on va parler de la première et de la seconde partie. C'est vraiment, tu travailles vraiment sur l'idée de la collaboration dans des couples mixtes, hommes-femmes, et puis dans des couples, je t'entends là-dessus, femmes, puisque c'est ton intérêt pour le livre surréaliste au féminin. Alors, je vais poser une petite question, je vais demander, qu'est-ce que c'est les qualités pour écrire à deux, pour faire quelque chose à deux? Et puis, j'ai envie de te taquiner un peu. Tu as fait beaucoup de remerciements dans ton livre. Comment tu te vois comme collaboratrice aussi? Qu'est-ce que c'est avoir écrit ce livre? Est-ce que c'est un ouvrage de collaboration, etc. Donc, comment penser ce que c'est la collaboration à deux ou à plusieurs à travers les textes que tu vois, et puis avec la question du genre aussi, parce que je pense qu'elle est très présente dans ton livre, la question du genre, puisque tu fais quelque chose sur les femmes et les hommes, et puis juste sur les femmes ensemble. Donc en effet, je pense que dans ce livre, en fait le livre surréaliste, ça pose essentiellement vraiment la question du genre, de l'objet livre à part entière. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier que j'ai essayé d'isoler aussi dans cette étude-là, de manière générale, et ensuite de manière absolument spécifique, pour savoir ce qui en est de la part du féminin dans ce livre surréaliste. Donc c'est genre littéraire ou genre de l'objet livre, mais genre dans le sens de gender aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer à deux?
dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la création artistique, je n'ai pas d'expérience proprement dite. Donc, je me suis vraiment penchée sur la question en tant qu'universitaire, hein, en tant que prof intéressé par ce genre de questions. J'ai essayé de voir ce qui a pu se passer, ce qui peut amener une écrivaine et un artiste ou une artiste visuelle toujours à vouloir co-créer, pour constater généralement que c'est quand même, malgré tout, la plupart du temps, une affaire de couple. Donc de couple dans la vie. Hein, c'est le cas de Max Ernst et de Leonora Carrington. Donc couple mixte, c'est le cas également plus tard, parce que Max Ernst était très prolifique plus tard dans sa vie, avec Dorothea Tanning, donc une autre artiste visuelle. Et donc ils sont un couple dans la vie, puis un couple dans la création artistique aussi. Curieusement, cette démarche collaborative n'est mentionnée dans aucune préface, donc on n'a jamais d'avertissement au lecteur comme on le fait souvent dans certains livres-là. Il n'en est pas question dans une correspondance non plus, donc j'ai pas de traces de comment cette co-création a pu se passer, sauf à quelques exceptions près. Hein, donc. Alors, ensuite, le cas de figure tout à fait spécifique, celui d'un couple féminin, donc pour reprendre l'exemple de Claude Quin et de Marcel Mort, c'est aussi un couple dans la vie, mais dans la très longue durée. Donc Claude Quin et Marcel Mort ont commencé à co-créer pour des chroniques de mode à partir des années 1913, et leurs dernières œuvres co-créées datent des années de résistance, c'est-à-dire nous sommes dans les années 1940. Donc sur la longue durée, vraiment ce travail vraiment à deux, donc on n'a pas l'écriture d'un côté, puis la création artistique ou visuelle de l'autre, et puis ça se retrouve, ça se marie, ça se conjugue de différentes façons à l'intérieur du livre. Ces livres-là sont vraiment pensés en tête de Janus ou de Jana, donc dans ce cas précis. Alors ensuite, il y a des démarches collaboratives qui puisent dans la relation amicale entre Léonore Fini et Lise de Harme, par exemple. Donc c'est pas du tout un couple dans la vie, c'est un couple de créatrices aussi. Elles ont récidivé à 2 reprises, donc pour Le poids d'un oiseau, mais aussi pour Eau violette ou La politesse des végétaux. Elles se sont retrouvées, on dirait, pour ces 2 livres-là, puis elles ont continué de se côtoyer au sein de la communauté, mais il n'y a pas d'autres livres qui ont été co-créés. Peut-être j'ai envie d'ajouter un autre élément qui concerne la communauté des auteurs, ou je vais quand même dire autrices, pour que ça soit très, très audible, de ces autrices et des artistes lorsqu'elles se sont exilées au Mexique. Donc là, il y a une véritable communauté de créatrices qu'on peut repérer très 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 facilement entre Cathy Horna, d'origine hongroise. Tout à l'heure on a posé la question de l'origine de ces autrices et de ces artistes-là. Remedios Varo qui s'est exilée, Frida Kahlo qui était déjà là, Leonora Carrington qui s'exile également au Mexique. Elles se sont côtoyées, elles ont travaillé côte à côte, mais à aucun moment donné la question du livre co-réalisé ne s'est posée. Elles ont en revanche fait de la cuisine ensemble. Mais il n'y a même pas de recette livre de recettes de cuisine qui est issu de ça. Donc c'est vraiment toutes sortes de configurations, toutes sortes de modalités qui ont été imaginées et dont j'ai essayé de rendre compte dans ce livre-là. Alors, tu trouves qu'il y a beaucoup de remerciements? Bon, pas plus que d'habitude, mais ça m'intéressait parce que c'est le sujet du... Oui. D'habitude, je ne les lis pas. Mais là, je me suis dit, je vais les lire parce que c'est vraiment sur l'œuvre collaborative. Donc, je me suis demandé comment tu pensais, qu'est-ce que c'était pour toi la collaboration, parce que pas une collaboration quand même de pensée là, parce que c'est un travail de pensée et d'écriture, et puis aussi travailler avec Yolande qui n'est pas là pour en témoigner, mais ça doit, tu sais, je veux dire, j'imagine que tu suis ton monde à travers les différentes étapes. Oui, alors donc les remerciements en effet c'est peut-être donc 1 page et demie, hein, donc, mais vous n'êtes pas obligé de lire ça. Non, lisez-les.
En fait, j'ai relu cet après-midi, quand même, j'ai oublié des choses. Ça commence de façon assez ennuyeuse, mais ça devient plus intéressant à la fin de remerciement. C'est probablement, et je te remercie vraiment de me poser cette question parce que je ne me suis pas rendu compte moi-même, je crois. Pour moi, c'est probablement la tentative vraiment de m'inscrire dans une sorte de collaboration à plusieurs. Donc, c'est évidemment pas le travail d'un collectif. Non, bien sûr. Il y a juste un nom là qui est sur la page couverture. Mais je voulais vraiment que ces autres soient là. Hein, donc, qu'elles soient là par leur nom et que les remerciements leur soient adressés. Parce que ces personnes-là, donc il y a Jean-Philippe qui est là, il y a Pascal Joubi qui est là, il y a Connie Caputo. Si j'oublie des gens, vous me pardonnerez, mais vous êtes vraiment tous et toutes remerciés là-dedans. Je voulais témoigner que c'est un travail collaboratif au sens peut-être le plus simple, hein, donc que j'ai pas été tout à fait seule, ni dans la réflexion, ni dans la composition, dans la réflexion sur ces images-là. Donc c'est moi qui les ai choisies, hein, donc j'avais pas d'alter ego, j'avais pas ni de Janus ni de Jana à mes côtés, mais il y a Yolande Martel que tu as mentionné tout à l'heure aussi, qui a fait un travail vraiment magnifique sur la qualité des reproductions. Donc j'ai beaucoup insisté, puis je veux remercier Patrick Poirier une fois de plus qui m'a vraiment donné carte libre aussi pour le nombre d'images. Et donc je voulais qu'au moins minimalement je montre que je suis très reconnaissante de ces gens qui ont été là et qui m'ont accompagnée d'une façon ou d'une autre dans la réalisation de ce livre-là, faire œuvre à deux. Peut-être tout à l'heure tu m'as tendu une perche, on va peut-être parler de la postérité du livre surréaliste. Peut-être la postérité de l'œuvre à deux aussi, c'est-à-dire est-ce que tu as l'impression, et là c'est une question un peu vaste, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une postérité au livre surréaliste, et est-ce que tu es intéressé tout particulièrement, ou est-ce que tu vois beaucoup d'œuvres collaboratives qui sortent, quel est ton intérêt pour ça, et quelle est ta lecture, étant donné que tu vois les fondements de ça au début tout le long du XXe siècle. Alors, je pense que le livre surréaliste, tel qu'il a été pensé par le groupe, dans un premier temps par Breton et Soupeau, et puis ensuite qui a été repris donc, par ces femmes artistes et écrivaines surtout, n'a pas vraiment connu une véritable postérité. Donc officiellement, si j'étais historienne de la littérature, ou si je devais écrire le chapitre sur la postérité du livre surréaliste, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'héritier ou d'héritière. Mais en revanche, le livre surréaliste se transforme en ce qu'on appelle le livre d'artiste. Et ça se fait déjà à partir des années 1960 avec 26 Gasoline Station, je pense, est le titre d'Edward Roucha, qui reprend un certain nombre de particularités, notamment de l'hybridité, du textuel et du visuel, donc que ce soit photographie, peinture, dessin à nouveau. Mais le livre d'artiste, c'est le livre d'une seule personne, généralement. Alors que le livre surréaliste, c'est vraiment cette dualité. Hein, donc parfois, il peut y avoir une troisième personne, notamment lorsqu'il y a un éditeur ou une éditrice qui est impliquée. En même temps, il y a quand même un certain nombre d'œuvres contemporaines qui sont issues peut-être pas d'une co-création, mais qui témoignent d'une hybridité livresque. Et je pense au dernier recueil de poésie de Chantal Ringuet, qui est là, donc à l'intérieur duquel se trouve un certain nombre de photographies. Donc à la fin, je pense qu'il y a une image isolée aussi. Toi-même, d'ailleurs aussi, tu as coécrit, mais tu me diras si c'est vraiment de la coécriture telle que tu l'as pensée avec Martine Delvaux, dans le cadre de Ventriloquie, et avec Nicolas Lévesque aussi sur la peau, sur ce que dit l'écorce, je crois. Donc ce sont des œuvres contemporaines, donc des textes contemporains. J'ai envie peut-être de citer aussi le magnifique livre-objet, donc c'est encore une autre catégorie, donc il y a vraiment le livre illustré, le livre surréaliste, le livre d'artiste et le livre-objet, le travail de Louise Dupré,
et de Denise Desautels, qui est un véritable objet, donc une sorte d'écrin, avec des poésies, des poèmes qui sont à l'intérieur, et puis c'est conçu en tridimension par Jacques Fournier, qui était l'éditeur de ces œuvres-là. Alors, il y a sans doute plein d'autres œuvres. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Nous est un autre » de Lafon et Peters, qui s'intéresse à ce phénomène de coécriture, justement, qui dit que c'est quelque chose de l'ordre de l'impensé dans la tradition occidentale, que l'auteur est toujours singulier. Donc, pour nous, qui sommes habitués à des livres, à des œuvres d'art, on a l'habitude de voir un nom qui est signateur de l'œuvre ou qui signe une œuvre d'art en bas à droite, généralement. Donc, il donne un certain nombre d'exemples. Il pense par exemple aux frères Goncourt, qui, donc Jules et Edmond, qui ont coécrit véritablement. Un autre exemple qu'il mentionne, c'est Colette et Willy, donc son mari. Pour moi, c'est de la fausse coécriture, parce que on sait que Willy a enfermé Colette pour qu'elle écrive la série des Claudines. Il est passé par derrière, donc il a corrigé, en soi-disant amélioré l'écriture de la jeune Colette. Je regarde Jérémy parce qu'il fait un travail sur Colette, justement. Et les deux noms figuraient sur la couverture, ce qui est quand même assez étonnant. Donc on est en fait dans une sorte d'appropriation de l'écriture de l'autre. On a évoqué à un moment donné aussi Freud et Breuer, donc lorsqu'ils ont travaillé sur l'hystérie, donc c'est une co-signature également, mais tout concourt à nous faire croire que signer à deux est vraiment un problème dans nos sociétés occidentales où on a envie d'attribuer une œuvre à une personne et à rendre hommage. Deleuze et Guattari. Et Deleuze et Guattari également. Ils ont quand même aussi réussi, je crois. Tout à fait. On peut dire dans l'imaginaire. Oui. Donc c'est vraiment se dissocier de cette singularité de l'auteur et endosser volontiers une auctorialité double. Donc d'ailleurs, très souvent, donc là c'était un bon exemple que vous avez eu ici, rarement on voit sur la page couverture de ces œuvres que j'ai étudiées, mais sur les œuvres aussi, les deux noms affichés. Donc généralement, c'est vraiment le nom de l'écrivaine qu'on voit sur la page couverture, et sur la page de titre ou sur la page de faux titre, on voit mentionner le nom de l'artiste visuel. Écoute, ce sera ma dernière question, c'est qu'est-ce que l'avenir Qu'est-ce que l'avenir pour toi? C'est-à-dire après ce livre qui est quand même quelque chose, je pense, auquel tu tenais depuis longtemps, qui a été un rêve et qui est là, qui est fini. Qu'est-ce que c'est tes prochaines étapes d'écriture? Alors, donc prochain ouvrage, probablement j'ai déjà allé faire œuvre à 3, ensuite faire œuvre à 4. Donc comme ça, je m'emmène jusqu'à la traite. Voilà, tous les livres vont être beaucoup plus minces, parce que là on est dans 352 ou 350 pages. Je ne sais pas qui t'a fait. Alors pour moi, ça c'est... je vais citer Claude Quin, qui est un peu mon écrivaine et artiste fétiche. Quand elle avait terminé en 1929 ou 1930, le livre apparaît en 1930, quand elle a terminé Avenue en Avenue en 1929, elle souhaite mettre fin à ce type de livre-là, elle souhaite mettre fin à ce type d'écriture autographique, au photomontage, etc. Et en effet, elle se lance dans un travail beaucoup plus politique. Donc moi, je ne vais pas me présenter pour aucun parti politique, ni au Québec, ni ailleurs. Donc je ne peux pas parce que je suis toujours résidente permanente. Mais mon vrai fantasme, et tu me connais assez pour le savoir, ce serait vraiment de me lancer à nouveau ce défi-là de la création littéraire, avec laquelle je flirte depuis quelques années. Donc il y a quelques petits textes qui sont vraiment juste de l'ordre de la création. Il y a eu un premier ouvrage qui s'appelle Corps de papier, où j'ai essayé de faire une collaboration avec moi-même d'ailleurs aussi, donc où j'ai écrit des études dites savantes sur l'écriture des femmes, sur le corps, sur la corporité, etc. Et où, grâce à l'éditeur de l'époque, Nicolas Lévesque, justement, qui m'avait dit à l'époque,
qu'il y avait autre chose dans mes écritures, qu'il voulait que j'essaye de créer vraiment. Et j'étais ravie que quelqu'un me lance ce défi-là. Et en effet, j'ai écrit mes premiers textes de fiction qui dialoguent avec les études savantes sur l'écriture des femmes. Et je me suis complètement amusée à fabriquer des photomontages, des collages. D'ailleurs, je me suis approprié les images de mon fils, d'ailleurs aussi, je les ai retravaillées, ces images qu'il avait fabriquées, parce que c'était très surréaliste. D'ailleurs aussi, les surréalistes ont beaucoup travaillé sur l'enfant, sur l'écriture et sur la production simple. Donc je pense que mon prochain livre qui n'existe que... En fait, si, j'ai 2 projets de livres dans les limbes, donc ça existe sur le bureau de mon ordinateur, d'ailleurs, il y a des titres, d'ailleurs, c'est moins plate que faire œuvre à 3, vraiment, mais c'est beaucoup, ça me demande beaucoup plus d'efforts. C'est comme si je ne m'arrogeais pas cette légitimité de simplement écrire des textes de fiction. Et je sais, et Dieu merci que tu es toujours derrière moi, donc tu es vraiment mon ombre qui est derrière moi, qui me pousse à faire autre chose et à me faire confiance d'ailleurs aussi en essayant de simplement écrire, de ne pas avoir toujours ce logos qui contrôle, qui relie, qui réécrit et qui dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas juste, il faut ajouter 3000 notes de bas de page, parce que c'est le côté très, très monstrueux. J'ai éclaté de rire à un moment donné, dans la 3e lecture des épreuves, j'ai éclaté de rire en étant assise sur un fauteuil, parce que je me suis dit, mais c'est absurde de faire... Voilà, j'ai trouvé la page, il y a ça de notes de page, puis ça de texte. Voilà. Mais donc, voilà, donc ça c'est... Mais c'est très difficile, vous savez, tu sais, donc je vais m'adresser à toi, mais vous savez aussi, c'est quand on a été formé et déformé dans le monde d'université germanique, hein, donc où c'est la pensée, la rigueur, la sévérité, le straight, donc dans tout cela, donc c'est très difficile de se défaire, mais j'y travaille très fort, je peux le promettre, Catherine. Si on a quelques questions de la salle, est-ce que vous avez envie de poser? Oui, Mona? J'ai quelques questions. Finalement, c'était quoi les relations entre les surréalistes masculins et les surréalistes féminins? Ça ressemblait à quoi finalement vivre à cette époque-là? Est-ce qu'ils se rencontraient? Est-ce qu'ils échangeaient? Est-ce qu'ils se disputaient? Est-ce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur les approches? Ça ressemblait à quoi? Alors c'est une grande communauté mixte, hein, tout à fait. Communauté dans laquelle il y avait beaucoup plus d'hommes, donc beaucoup plus d'écrivains, poètes, Aragon, Breton, Éluard, Desnos, Soupeau, hein, simplement pour mentionner les noms que vous connaissez probablement, qui se rencontraient régulièrement à la centrale surréaliste, au bureau de la centrale surréaliste, au 15 rue Grenelle. Il y avait dans les premières images photographiques prises par Man Ray, qui était le photographe officiel, il y avait 2 femmes qui étaient là, hein, mais qui étaient les femmes d'eux. Donc il y avait Simone Breton, il y avait Mick Soupeau, qui n'étaient pas des créatrices, mais qui étaient donc vraiment des... en fait, généralement, puis je vais un peu vite pour répondre à ta question, Mona, qui avaient surtout le premier rôle de muse, modèle, maîtresse. Hein, donc, et ce rôle-là, ce triple rôle-là, a perduré quand même assez longtemps encore. Hein. Lorsque Lee Miller a travaillé avec Man Ray, elle était son assistante en chambre à noir, mais elle était aussi son modèle et était également sa maîtresse. Donc ça, c'était pour beaucoup de femmes surréalistes. J'aime pas beaucoup ce terme, mais je l'utilise pour aller vite, hein, donc il faut toujours vraiment entendre derrière les écrivaines, les artistes. Elles se sont d'abord affiliées à ces écrivains, à ces poètes surréalistes-là. Elles les ont épousés, hein, donc elles ont formé beaucoup de couples hétérosexuels avec les surréalistes pour s'en dissocier dans un second mouvement, à se désaffilier d'ailleurs aussi d'un certain nombre d'idées, de thèmes, de valeurs, mais de manière générale,
elles se sont installées, puis là je reprends l'idée de Susan Ruben Suleiman, elles se sont installées en double marginalité. Donc si on veut dessiner des cercles, donc il y a vraiment le centre ou la centrale surréaliste, donc avec Max Ernst d'ailleurs justement aussi. Les femmes étaient quasiment jamais membres du mouvement surréaliste, alors que généralement on devenait membre, donc on signait, puis on était membre officiel, donc on signait les tracts, etc. Donc les femmes n'étaient pas membres, donc elles étaient là, un peu comme dans une nébuleuse, j'ai envie de dire, et elles s'installaient en marge de ce mouvement-là, qui lui-même se définissait en marge du courant dominant, qui était installé dans les années 1920-1924, lorsque Breton fonde le surréalisme par son premier manifeste. Donc elles étaient là, elles étaient affiliées, elles se sont affiliées d'ailleurs aussi, donc de leur propre gré, donc on ne leur a pas fait violence. Donc le couple était une première modalité de coexister, de coécrire, de co-créer de manière générale, mais en peu de temps, elles se sont vraiment distanciées, puis elles ont commencé à faire des œuvres à leur image, me semble-t-il, dans les années 1930 et 40. Et au-delà, même vraiment vous savez, la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où les surréalistes s'exilent, beaucoup aux États-Unis, à New York, certains en Amérique latine, en Amérique du Sud. C'est le véritable moment de la libération, donc de cette prédomination, parce que les surréalistes hommes, c'était la reconnaissance, c'était eux qui faisaient des mouvements, des performances, des tracts qui étaient un peu partout. Et j'ai eu vraiment cette chance-là de rencontrer, elle était déjà très âgée, puis elle était dans un foyer pour personnes âgées, Gisèle Prassinos, qui était glorifiée comme la femme enfant des surréalistes. Donc elle faisait la lecture à 14 ans de ses premiers poèmes dits surréalistes, dont la sauterelle arthritique. Gisèle Prassinos, elle me disait, vous savez, moi j'étais très contente quand les surréalistes se sont exilés un peu partout dans le monde, parce que à ce moment-là, j'étais libre de faire ce que j'avais envie de faire. J'étais enfin débarrassée de ce pouvoir d'être là, ou d'intervenir, ou de m'associer éventuellement, et tout simplement d'occuper l'espace. Donc, vous savez, c'est une histoire le champ littéraire, c'est une affaire d'espace, et de voix surtout. Donc, quelles sont les voix qui portent, quelles sont les voix qu'on entend et qu'on veut entendre et qui se font entendre, bien sûr aussi. Donc, je dirais que vraiment, il y a pas de communauté à l'intérieur de la communauté surréaliste. Donc, les femmes fonctionnent un peu comme des électrons libres. Donc, c'est pour ça que je fais ce mouvement un peu dissociées. Elles se sont côtoyées très librement par des affinités électives. Par moments, elles se sont retrouvées pour faire une œuvre à deux, et elles se sont exilées pour voir ce que ça pouvait donner vraiment dans un ailleurs. Dans les années 2000, il y a énormément de travaux universitaires pour rendre justice à ce qu'on appelle donc la part du féminin dans le surréalisme, parce que pendant très longtemps, donc on a travaillé que sur les Éluard, les Desnos, les Breton et compagnie, alors qu'elles étaient là, elles ont écrit, elles ont peint, elles ont dessiné, elles ont photographié. Donc il y a vraiment cette retour de balancier, si on veut utiliser cette image-là. Est-ce que ça te va, Andrea? Une dernière question. Oui, je me demandais concernant le corpus, quand tu as commencé à faire ta recherche, j'imagine que tu as découvert d'autres femmes surréalistes que tu n'as pas retenues. Il y a toujours des deuils à faire dans un travail de recherche comme celui-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, hélas, beaucoup de sacrifices. Il y en a quand même beaucoup dont j'ai tenu compte dans les livres-là. Je me rappelle d'une première ébauche de table des matières, parce que là, quand je dis germanique, il y avait évidemment une table des matières qui doit précéder l'écriture, mais cette table de matière a été sacrifiée sur l'autel de l'exemplarité, de l'emblématique probablement aussi. Donc oui, un certain nombre d'écrivaines, d'artistes qui ne figurent pas dans un chapitre à part entière.
mais auquel je fais systématiquement référence. Donc j'ai bien pris soin dans chacun des chapitres d'analyse de toujours renvoyer à l'extérieur de l'œuvre qui fait l'objet de mes réflexions, de toujours comparer aussi dans la mesure du possible telle œuvre donnée à une autre œuvre donnée pour dire voilà, donc là il y a des différences que je vois, mais il y a aussi un certain nombre de convergences. Donc il n'est pas question dans un des chapitres, par exemple, d'Annie Lebrun, qui est peut-être une des héritières du surréalisme, qu'il faudrait quand même, en tout cas elle-même, elle se désigne comme héritière du surréalisme. Donc Annie Lebrun qui a collaboré à 2 reprises avec une artiste tchèque qui s'appelle Toyin. Magnifique ces livres-là aussi, que je rapproche de Avenue Avenue de Claude Quin et de Marcel Mort. Il y a 2 livres surréaliste ou presque post-surréaliste aussi de Meret Oppenheim, qui est une artiste allemande, vraiment artiste essentiellement d'abord, mais qui a écrit également un certain nombre de poèmes. Ça peut t'intéresser, en allemand, mais ça a été traduit en français en partie, qui a fait 2 livres, j'ai envie de dire presque 2 livres nains, parce que c'est à peu près vraiment ce format. Le livre nain, c'est encore plus petit, hein. Ça existe aussi, c'est assez fascinant. Quand ce livre surréaliste est tout petit, hein, vous avez besoin d'une loupe pour lire et pour voir les images. Donc Meret Oppenheim, elle est dans la dualité créatrice, donc elle a écrit des textes et elle fait des images dans Caroline et dans Zanzibar, mais on est déjà dans les années 1980. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que les auteurs et artistes surréalistes dépassent largement la fin du mouvement surréaliste, parce que la fin officielle du mouvement surréaliste c'est 1966, hein, c'est-à-dire là au nouveau c'est la mort de Breton, on ne pouvait pas imaginer une autre date historique. Donc 1980 ou 82 et 1985, pour ces 2 livres-là, normalement, je convoquerais davantage vraiment la tradition du livre d'artiste, mais aussi parce que c'est une seule tête qui se dédouble en écrivaine, poète et artiste. Qui est-ce que il y a Belen, donc Nelly Kaplan également. Tout à l'heure on a discuté aussi des origines, une Argentine par exemple qui est arrivée à Paris, qui a côtoyé Soupeau et Breton, qui a travaillé avec Le Maréchal et avec Masson comme artiste visuel. Je les convoque également. Autre sacrifice. Donc plusieurs sacrifices, oui, il y a des deuils à faire. Mais je me suis dit toujours, c'est ce qu'on dit, et c'est ce que je dis, je pense, dans l'introduction, dans la conclusion, je lance un certain nombre de pistes, je donne quelques exemples d'analyse, mais j'incite surtout les jeunes, la jeune génération, à faire des œuvres de leur côté, puis à continuer cette réflexion que j'ai entonnée, et que je ne suis pas la première à faire, évidemment. En fait, la première à faire uniquement sur le livre surréaliste au féminin. Mais pas sur le surréalisme, évidemment. Il y a des bibliothèques entières qui sont remplies de ça. Josiane, toute petite question, c'est au sujet, par exemple, de Nicozur, connaissance, ses relations en fait entre Bellemare, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part en fait une notion de destruction en fait dans les relations à 2, en fait, la création à 2, parce que dans le fond, Nicozur en fait elle était dessinatrice, c'était aussi modèle en fait pour Hans Bellemare, c'était aussi une écrivaine, un homme Jasmin et autres, et puis évidemment elle a fini par un suicide enfin, dans lequel elle annonçait d'ailleurs dans un petit sur lequel elle se défenestrait littéralement, et puis lorsque je m'étais beaucoup intéressé à Nicozur, en fait, puis je me demandais, bon, quelque part, connaissant beaucoup l'œuvre de Bellemare, en fait, c'est vraiment quel genre de relations, elles sont positives, peut-être probablement dans le cas de Claude Quin, mais, et sa compagne, mais dans le cas de Nicozur, en fait, il n'y avait pas une part de bouleversement, de destruction, en fait, qui pouvait amener à anéantir, en fait, le partenaire. Qu'en pensez-vous? Parce que j'avoue que c'est une relation qui est très très bizarre, en fait, laquelle Nicozur, en fait, c'était beaucoup prêté au jeu de manipulation des personnages. Oui, donc ça, pour moi, c'est vraiment une relation monstrueuse, hein, pour reprendre cette idée-là. Je vais peut-être commencer par le début. Hein, donc c'est une rencontre qui a eu lieu à Berlin. C'est une rencontre surréaliste, d'une certaine façon, donc coup de foudre, hein, c'est beaucoup fictionnalisé, bien sûr. C'est
parce qu'il y a eu cette rencontre-là, que Unica Thurn, qui a toute une carrière d'écrivaine déjà à Berlin, où elle a côtoyé les cercles des expressionnistes, donc elle a suivi Bellmer, qui s'est exilé à Paris lorsqu'il a vu la montée du national-socialisme en Allemagne. Donc c'est un couple symbiotique d'ailleurs aussi, avec tout ce que ça comporte de très problématique aussi, hein, quand on est dans la symbiose. Donc il y a dans un premier temps le rôle de muse, modèle, maîtresse, que Unica Thurn a tout à fait joué pour Hans Bellmer, aussi dans le travail de ficelage, de prise de vue d'Unica Thurn. Mais la véritable collaboration, non, c'est même pas une collaboration, en fait je vais y arriver aussi à cette collaboration-là. Unica Thurn a été très influencée par Bellmer en ce qui concerne l'écriture d'anagrammes. Et c'est dans ces deux œuvres-là que j'apporte dans mon livre, dans Hexentexte, donc texte sorcier, dans Oracle et spectacle. Elle ne fait que des anagrammes. Et donc Bellmer lui-même est le maître de l'anagramme. Lui-même d'ailleurs a été introduit par Nora Mitrani à cet exercice intellectuel très difficile et qui donne lieu donc à une écriture poétique difficile à maîtriser. Donc elle fait des anagrammes comme avait fait Bellmer, mais il n'y a jamais de travail à deux à ce niveau-là. En revanche, pour Oracle et spectacle, donc c'est un album magnifique, vraiment justement dans un grand carton noir avec des feuillets en 4 moments, donc première page, deuxième page, donc elle a réalisé des dessins automatiques que vous avez vu passer probablement ici. Elle a écrit des anagrammes et il y a une préface de Patrick Waldberg où il raconte comment il a rencontré Unica Thurn, ce qu'il apprécie chez Unica Thurn. On reprend la définition de ce que c'est l'anagramme que Bellmer avait proposé déjà pour Hexentexte. Et je pense qu'il y a même encore un troisième texte. On dirait que dans Oracle et spectacle, Unica Thurn est prise en charge par ces voix d'hommes-là, alors qu'à l'intérieur de l'œuvre, c'est vraiment ses dessins à elle et ses écritures anagrammatiques. Donc, Bellmer et Thurn n'ont pas fait d'œuvre comme je l'ai défini ici, donc pas d'œuvre à deux. Elles ont vraiment évolué en parallèle tout au long de leur carrière parisienne. Elles ont cohabité. C'était une cohabitation excessivement difficile avec beaucoup de moments de séparation, des internements de Unica Thurn aussi, des correspondances avec le docteur Ferdière d'ailleurs aussi. Mais jamais ce couple-là s'est lancé ni dans une coécriture et ni dans une co-création. Dans le cas d'Unica Thurn, elle avait déjà, avant de rencontrer Bellmer et de partir pour Paris, elle avait quand même eu une relation avec un nazi. Elle a eu 2 enfants avec. Et quel était le genre de conséquences que pouvait avoir sur une créatrice, en fait, d'avoir une relation avec quelqu'un qui était un représentant d'un parti totalitaire et est arrivé ensuite à Paris avec Bellmer, en fait, qui était un genre complètement à 180 degrés. C'est vraiment 360 degrés, oui, peut-être. Excusez-moi, la modestie. Oui, en fait, elle n'a jamais vraiment thématisé, elle ne revient pas du tout sur ce passé-là, elle revient systématiquement sur la rencontre avec Bellmer, même dans les œuvres très tardives. Donc elle a eu ces 2 enfants-là, elle a eu ce passé, pas elle, national-socialiste, mais avec un représentant du national-socialisme. Probablement que sa relation très conflictuelle ou très problématique avec les enfants date peut-être de cette époque-là. Donc elle a abandonné les enfants à Berlin. Elle a gardé le contact quand même, notamment avec sa fille en particulier. Il y a des échanges aussi avec sa fille. On a peut-être l'occasion, parfois dans notre vie, de virer de bord, hein, comme on dit en québécois, et de recommencer. Donc c'est vraiment repartir à zéro lorsqu'elle s'installe à Paris et qu'elle commence à fréquenter les surréalistes et qu'elle voit surtout aussi l'engagement politique de gauche, hein, donc qui est aussi celui de Bellmer et des autres surréalistes également.
au Québec, on a... Excusez-moi. Peut-être vous pourrez continuer la discussion, parce que vous avez sûrement beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va profiter du moment pour féliciter Andrea et puis pour remercier la librairie.